Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Nous avons deux groupes d'invités à accueillir ce matin. La NATCOM, représentée par Madame Jenan Jean-Baptiste, directeur adjoint des clients VIP, et Monsieur Alexandre Romulus, ingénieur, responsable du département de l'optimisation du réseau. Ils sont avec nous ce matin pour nous parler du lancement du réseau 4G. Évidemment, on saisira l'occasion pour leur poser d'autres questions relatives au fonctionnement de la compagnie. Et dans un second temps, Maître Gédéon Jean sera avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Madame Jean-Baptiste, Jenan Jean-Baptiste, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wendell et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télémétropole. Monsieur Alexandre Romulus, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et un grand bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Le Point sur Radio Télémétropole. Je profite également pour saluer l'ensemble des employés de la NATCOM et tous les techniciens qui travaillent inlassablement pour maintenir la NATCOM en vie. Pour maintenir la NATCOM en vie, elle est déjà bien vivante, apparemment. D'ailleurs, si vous êtes là ce matin, c'est pour nous parler de ce que vous faites. Et d'abord, vous allez lancer le réseau 4G. C'est quoi? Le 4G, c'est quoi? Est-ce une nécessité aujourd'hui? Est-ce que c'est l'ingénieur qui va répondre ou Madame Jean-Baptiste, responsable adjoint des clients VIP? OK, bon. Je vais commencer par parler de la 4G et Romulus va continuer avec la partie technique. Donc, avec la 4G à la NATCOM, c'est vraiment une nouvelle génération. Les clients ont une vitesse beaucoup plus rapide que la 3G. Comme vous le savez, à la NATCOM, nous avons trois technologies. La technologie 2G, 3G et maintenant la 4G. Pour préciser pour vous, avec la 4G, nous sommes en mode test. Avec la 4G, les clients pourront accéder beaucoup plus rapidement et avoir une vitesse à haut débit, pourront faire un téléchargement beaucoup plus rapidement, regarder la télévision en haute définition, sans coupure, et pourront envoyer des fichiers à l'autre bout du monde de façon rapide. Et les hommes d'affaires pourront accéder, faire des vidéoconférences sur leur téléphone mobile et de façon claire et rapide. La partie technique, Romulus va vous informer de la vitesse pour la partie technique. Oui, allez-y, monsieur Romulus. Je pourrais enchaîner pour dire que la 4G, en fait, c'est un standard de communication sans fil à très grande vitesse de téléchargement de données. La 4G, c'est l'une des dernières technologies avancées dans le déploiement des réseaux de télécommunications mobiles. Ainsi, avec cette technologie, les clients auront véritablement une plus grande vitesse de travail, une plus grande vitesse de téléchargement des données, et comme ça, ils vont s'acquitter de leurs tâches avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus rapidement. Alors, l'autre phase de la question, est-ce que la demande est là? Est-ce une nécessité? Et comment vous pourriez nous expliquer cette nécessité, le cas échéant? Bon, comme vous savez, la NATCOM est toujours là pour satisfaire à la demande de ses clients. Donc, les clients sont à la recherche de haut débit. Ils sont à la recherche de services de qualité. Voilà la raison pour laquelle la NATCOM a investi avec la partie technique, avec l'équipe de Romulus. Nous avons investi de façon à pouvoir satisfaire à notre clientèle et à leur fournir le haut débit qu'ils recherchent, la grande vitesse recherchée pour être capable de faire leur téléchargement, pour être capable d'avoir tout ce qu'ils veulent rapidement, parce que nous vivons actuellement dans un monde où tout passe par l'Internet. Donc, les gens ont soif d'avoir une grande vitesse pour être capable de faire ce qu'ils ont à faire. Par exemple, en télémédecine, par exemple, les hommes d'affaires qui veulent avoir un contact, qui sont dans une chambre d'hôtel et qui veulent avoir contact par vidéoconférence. Donc, nous avons fait ça de façon
façon à pouvoir satisfaire à la demande de notre clientèle. Alors, je ne sais pas si c'est l'ingénieur Romulus qui va répondre à la question, à cette question, ou vous, je ne sais pas. Souvent, on entend des gens, des abonnés, par exemple, de l'une ou l'autre compagnie se plaindre du fait que sur le téléphone, sur leur téléphone, on peut lire 3G, par exemple, mais en fait, le service n'est pas un service 3G. Alors qu'aujourd'hui, on va passer au réseau 4G. Qu'est-ce que vous avez comme élément pour nous convaincre qu'effectivement, le client aura 4G, un service 4G, effectivement? OK, je vais apporter quelques précisions en ce qui a trait à cette question, mais bien avant, je voudrais retourner sur la question que tu avais posée tout à l'heure, c'était sur la nécessité, la nécessité de la 4G. Je dirais qu'il y a au moins trois raisons qui justifient le lancement de la 4G. D'abord, c'est la nécessité de meilleurs débits, c'est-à-dire des débits plus élevés et qui donnera aux clients la possibilité d'avoir une grande efficacité spectrale. Et deuxièmement, c'est la nécessité d'une meilleure qualité de service. Vous savez que pour les clients, ce qui est surtout important, c'est la qualité de service. Et de là, à la NATCOM, nous tient à cœur la qualité de service. Nous tenons de respecter la qualité de service. Et la troisième raison, c'est la capacité de télécharger, comme Mme Jean-Baptiste a bien précisé, des fichiers de très grande capacité. Je dirais des fichiers de taille. Donc là, ce sont ces trois raisons-là qui justifient la 4G. Mais en ce qui a trait à la dernière question, à savoir, il y a des gens qui, certaines fois, vont afficher sur le petit écran 3G et qui se plaignent pour la qualité de service. Vous n'avez jamais entendu ces plaintes? Certaines fois, oui. Mais je dois vous dire que aujourd'hui, la NATCOM, c'est un réseau à trois technologies. Nous avons la technologie 2G et si vous me permettez, je vais rapidement résumer pour dire qu'avec la technologie 2G, essentiellement, on peut faire la transmission de la voix, la transmission de certains services et de certaines fonctions multimédia comme les SMS, les MMS, et puis il y a la 3G. Avec la 3G, dans le domaine de la télécommunication mobile, et avec la 3G, justement, on est rentré dans ce qu'on appelle la large bande. C'est-à-dire qu'il y a une forte amélioration au niveau des débits et on peut justement télécharger des fichiers avec une meilleure capacité, mais la 3G a ses limites. Et comme la technologie ne s'arrête pas, donc on a développé un autre standard de communication sans fil, c'est le standard 4G. Et avec ce standard-là, on a pu compléter les manquements, on a pu résoudre les problèmes de limitation de la 4G, de la 3G. Et comme ça, avec la 4G, justement, on a cette meilleure qualité de service. Donc, OK. Aujourd'hui, on est en mode test. C'est bien ça. Ajustement. Et à quand la commercialisation? Bon, nous avons soumis les documents au CONATEL. Nous attendons que le CONATEL termine l'étude et nous fasse signe de façon à ce que nous puissions commercialiser. Mais nous invitons les clients, les abonnés à venir tester pour voir c'est quoi la 4G. Et comme si vous testez la 4G, vous allez l'adopter. Parce que, comme l'a dit Romulus tantôt, le public en général est à la recherche de haut débit, de grande vitesse. Parce que tout passe par l'Internet. Et qu'est-ce que ça va coûter à un abonné, par exemple, de sortir de la 3G pour passer à la 4G? Bon, c'est gratuit. Parce que jusqu'à présent, c'est gratuit parce que nous sommes en mode test. Donc, un abonné qui est... Non. Alors, je vais parler... ça ne va pas rester indéfiniment gratuit? Non, pas indéfiniment. Mais pour le moment, un utilisateur de téléphonie mobile qui voudrait tester notre 4G peut se rendre au showroom de Pétionville ou de Turgeau, réclamer la SIM card 4G et nous offrons un peu de data qui va permettre à l'abonné de tester pour voir la différence et pour voir c'est quoi la 4G. Vous ajoutez? Bon, je dirais que effectivement, les clients pourront justement vérifier la différence entre la 4G et les autres
et les autres générations, c'est-à-dire la génération 3G. Mais je voudrais également ajouter surtout que, parce que la question c'était qu'est-ce que ça va coûter au client. Dans certains cas, le client doit également changer d'appareil. Par exemple, il y a des appareils qui ne supportent pas la 4G parce que c'est une technologie plus avancée que les technologies antérieures. Je vais parler des technologies 2G et 3G. Donc, il faut que les clients possèdent des dispositifs, des équipements qui peuvent supporter la technologie. D'abord un téléphone capable de supporter la technologie. Oui, mais d'abord un smartphone. Pas forcément un smartphone. Il y a des smartphones qui ne supportent pas la 4G. Non, oui, mais d'abord un smartphone. Justement. D'abord un smartphone. Maintenant, on va voir le niveau de capacité du téléphone en question. iPhone, par exemple, 5, 6, 7. Ça ira. On a le Samsung qui peut supporter, tout l'iPhone peut supporter aussi la 4G. Donc à nos showrooms, le client qui est intéressé, qui n'a pas encore son téléphone, pourra passer et on a des téléphones vraiment à des prix abordables et ils pourront s'en procurer. Ok, maintenant abordons un autre sujet, les plaintes des abonnés. Ne vous en faites pas, madame. Les plaintes des abonnés qui affirment que les opérateurs volent leurs unités. Et est-ce que ça arrive de recevoir les doléances de ce genre de la part de vos clients, madame? Bon, est-ce qu'on peut dire que à la NATCOM, nous volons les unités des clients? Pourquoi est-ce que nous irons jusque-là? Utilisons un autre terme. Peut-être que j'ai eu tort de parler de voler. Qu'est-ce qui serait moins fort que voler, par exemple? Bon, on va dire ou bien absorbe ou consomme. Que les clients remarquent qu'ils perdent. Qu'ils perdent, voilà. Bon, d'accord. Donc, comment pourrait-on expliquer ça? Donc, normalement, le client qui a un téléphone mobile et qui met une carte, donc va directement sur l'Internet, va sur Facebook, envoie des messages et donc il utilise l'argent pour aller sur l'Internet, pour envoyer des messages. Donc, à ce moment, le client qui n'active pas de plan, à ce moment, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, le coût est plus élevé. Donc, c'est la raison pour laquelle que les clients pensent qu'ils perdent de l'argent. Donc, le mieux, ce serait d'activer un plan de façon à ce que vous allez sur l'Internet, vous allez sur Facebook, vous utilisez les applications. Donc, à ce moment, vous allez consommer la capacité qui vous est accordée sur votre plan. Donc, n'ayant pas un plan, le client pense que la compagnie est en train de, comme vous le dites, voler son argent. Donc, et aussi, il y a le fait que lorsque le client active un plan, et qu'il active le plan de façon à ce que le plan se renouvelle automatiquement. Donc, une fois que le plan arrive à expiration à la fin du mois, donc le plan se renouvelle automatiquement et le client pensait que ne pas avoir à renouveler ce plan. Donc, voilà les raisons qui font que les clients pensent. Donc, ce sont les applications. On va dire, il faut qu'ils gèrent leur téléphone, il faut qu'ils sachent gérer ça, c'est-à-dire vous avez un téléphone, il faut activer un plan et à la NATCOM, nous avons différents plans pour toutes sortes de bourses. Sans oublier que sur ces téléphones, il y a beaucoup d'applications et ces applications, et généralement, il y a la mise à jour de ces applications et la mise à jour des applications consomment effectivement des données. Donc, la meilleure formule serait d'éteindre ou encore d'utiliser de façon rationnelle le téléphone. Oui, il fallait toujours un plan activé. Oui, il faut activer un plan. Il faut toujours avoir un plan activé. Vous allez dire éteindre le data, mais c'est mieux d'activer un plan. C'est mieux. C'est mieux d'activer un plan. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre, d'échanger, de télécharger, de faire tout ce que vous voulez. Vous allez être plus à l'aise. OK. Et là maintenant, en ce qui concerne le réseau 4G, c'est dans 2 mois, dans 3 mois, et vous attendez la réponse du Conatel? En fait, comme nous disons, nous sommes maintenant en train de tester le signal un peu partout dans la région métropolitaine, donc dans les différentes communes de la région métropolitaine. Donc, on fait le test, nous voyons que notre signal est conforme aux standards de 4G. C'est pourquoi nous invitons les clients à venir faire le test pour voir justement la différence et qu'est-ce que la 4G apporte de nouveau par rapport aux autres technologies. Donc, pour le lancement officiel, on n'a pas encore de date
Et parce que nous sommes en pourparlers avec le Conatel à ce moment-là, parce que la commercialisation, ce serait une autre phase. Mais nous sommes maintenant dans la phase pilote où nous sommes en train de tester les infrastructures 4G. On a toujours reproché à la NATCOM de n'avoir pas été trop agressive auprès des clients. Ça n'a pas fait écho dans vos oreilles? Bon, on ne peut pas dire que ça n'a pas fait écho, mais parler d'agressivité. Parce que faire le marketing, il y a plusieurs façons de le faire. On va prendre ça en termes de culture. N'oubliez pas, nous parlons d'asiatique. Donc ces gens-là, ils ont une culture qui est différente. Ils ont une façon de faire différente de la nôtre. Donc ça veut dire que pour eux, le marketing, c'était beaucoup plus du porte-à-porte. Maintenant, ils se sont rendus compte de comment ça fonctionne. Donc, à ce moment, comme vous pouvez le constater, vous avez la NATCOM présent dans les médias, la radio, la télévision, vous avez les billboards. Donc, nous sommes beaucoup plus présents, nous sommes beaucoup plus agressifs. Donc, ils ont vu comment ça fonctionne et ils ont réagi tout de suite, ils se sont adaptés. Là, vous voyez, on parle toujours de la NATCOM maintenant. Je voudrais ajouter, M. Wendel, pour dire qu'en fait, parlant du marketing, dans la stratégie de la NATCOM, ce qui était important pour nous, c'était d'avoir le service. Un très bon service, un très bon niveau de service. Alors, de ce côté-là, l'important pour nous, ce n'était pas le marketing. C'est-à-dire, on peut inviter les gens à venir et puis quand ils viennent, quand ils utilisent le service, qu'est-ce qu'ils voient? Il n'y a pas le service qu'on leur avait proposé. Le service n'est pas bon, la qualité du service n'est pas bonne. Donc c'est pourquoi vous pouvez constater, en ce qui a trait à la NATCOM, il y a très peu de plaintes. Parce que nous autres, nous assurons surtout au niveau de la technique que le service est de qualité et puis après, on invite les gens à venir pour voir ce service. Donc la qualité du service, c'est un facteur essentiel pour nous à la NATCOM. Parce que notre objectif, ce n'est pas seulement de vendre. Justement. Donc nous C'est d'acheter vendons. aussi. C'est d'acheter aussi. Non, ce n'est pas le cas. Allez-y. Bon, nous vendons et aussi nous prenons soin de ce que nous vendons et nous voulons satisfaire nos clients. Madame Jean-Baptiste, Monsieur Romulus, je rappelle que vous représentez la NATCOM à cette émission. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place encore pour une autre compagnie en Haïti? Ah, ça c'est un très gros sujet de débat et ce serait mieux au Conatel de répondre à cette question parce que vous savez que nous sommes un opérateur sur le marché, mais nous ne sommes pas l'organe régulatrice. Donc, aujourd'hui, la NATCOM, sa part de marché, c'est quoi? 40%. 40%. On va répéter ce que le directeur l'a dit l'autre jour et au Nouvelliste, nous occupons 40% du marché. Et pour revenir à la question que vous avez précédemment, un marché sans concurrent, ce n'est pas un marché intéressant. Plus il y a de concurrents, plus ça va être intéressant pour nous, plus nous allons avoir beaucoup plus de challenges. Donc, et ce sera au profit des consommateurs, dit-on. Oui, la bataille sera beaucoup plus, et donc on va se battre beaucoup plus, il va y avoir beaucoup plus de services, beaucoup plus de produits, donc ça sera beaucoup plus intéressant. Mais est-ce que le public le sent aujourd'hui, cette compétition, cette concurrence? Évidemment. Au niveau du prix des unités? Évidemment, regardez, faites une comparaison, regardez les prix, regardez les services, nous autres, nous prenons tout. Nous essayons de satisfaire plusieurs segments du marché. Donc, nous essayons de voir qui a un besoin qui n'est pas encore satisfait et nous nous penchons vers ce groupe de clients et nous essayons de les satisfaire. Merci, Madame Djenan Jean-Baptiste. Vous avez un dernier mot, ingénieur Romulus, vous avez un dernier mot avant d'observer la pause pour accueillir le deuxième. Eh bien, je dis merci à Métropole, merci à vous personnellement, M. Wendel, et merci à tous nos clients, les clients de la NATCOM qui nous ont toujours fait confiance et nous continuons à travailler justement pour les satisfaire parce que à la NATCOM, la satisfaction du client, c'est pour nous un souci constant. Madame Jean-Baptiste. Un grand merci à Métropole et surtout à tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réalisation de ce projet. Et nous attendons les utilisateurs de téléphonie mobile à venir tester notre 4G parce que le tester, c'est l'adopter. Voilà, merci beaucoup Madame Jean-Baptiste, Djenan Jean-Baptiste, directeur adjoint des clients VIP. Ingénieur Alexandre Romulus, responsable du département de l'optimisation du réseau. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique. D'ailleurs, c'est pour la première fois, même si je dois souligner en passant, question d'éthique, que
le point est patronné par la Digicel et donc c'est la démocratie quand même à Métropole. Donc merci encore une fois, monsieur Romulus, madame Jean-Baptiste. J'espère qu'on aura la possibilité de se parler à l'avenir. On espère. Merci encore à vous. Voilà. En fait, on va observer la pause et au retour, nous accueillerons Maître Gédéon Jean. Merci de votre intérêt, madame, monsieur. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. C'est le moment d'accueillir notre deuxième invité, Maître Gédéon Jean. Maître Gédéon Jean qui, aujourd'hui, mercredi, doit rencontrer des amis, des invités autour de la crise politique. Et je rappelle en passant que vous étiez membre de la commission présidentielle, la commission indépendante de vérification électorale. Vous étiez acteur, vous avez produit ce rapport qui fait encore débat. Maître Gédéon Jean, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Théodore, je dis bonjour également aux téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices de Radio Télé Métropole. Et aujourd'hui, vous avez la conscience tranquille après avoir contribué dans ce rapport de la commission d'évaluation, de la commission indépendante d'évaluation et de vérification. Vous avez la conscience tranquille, vous avez la satisfaction ou bien la sensation d'avoir fait un bon travail? Effectivement, Théodore, j'ai la conscience très très tranquille parce que nous avons fait un travail correct, un travail techniquement correct, c'est un travail citoyen. Donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous pouvez le voir au niveau de la société, donc le rapport fait son chemin. Donc la société dans son ensemble accepte le rapport. Donc je crois qu'aujourd'hui, j'ai la conscience tranquille. En ce qui concerne l'implémentation du rapport, êtes-vous satisfait également de ce qui se passe, de l'utilisation faite notamment par le Conseil électoral de quelques-unes des recommandations de ce document? Bon, je dirais rapidement que la question a une double dimension. Il y a une dimension politique, il y a une dimension technique. Donc, en tant que technicien, nous avons fait un travail. Maintenant, il revient aux politiques, aux institutions concernées, notamment le Conseil électoral provisoire, de l'appliquer. Maintenant, je suis attentivement à l'évolution de la situation. Je ne peux pas encore livrer d'éléments de commentaire et de conclusion, mais là, je suis la façon dont le Conseil électoral applique les recommandations de la Commission. On a toujours vu en Maître Gédéon Jean un représentant du RNDDH au sein de l'une ou l'autre, ou encore des deux commissions présidentielles. Et on a toujours, d'ailleurs, il y a une fois qu'on a organisé une émission au cours de laquelle des auditeurs de Métropole étaient appelés à participer, ou encore une émission à laquelle des auditeurs étaient invités à participer. Et là, on parlait de Maître Gédéon comme quelqu'un qui souhaitait l'exclusion, par exemple, de Jovenel Moïse de la course électorale, de la course à la présidentielle, à la présidence. Bon, écoutez, je comprends cela, mais écoutez... On vous en a parlé, j'imagine. J'ai ma position en tant que citoyen. Non, on vous en a parlé. On vous a dit qu'il y a des auditeurs qui ont dit... oui, tout à fait. Ça, okay. Mais le rapport... Là, je ne vous apprends rien. Le rapport prouve le contraire. Donc, il n'a jamais été question d'exclure Jovenel Moïse. Donc, nous avons fait un travail qui tient compte justement de la dimension de l'ampleur de la crise et en fonction, je dirais, de la volonté, je dirais, des différents acteurs, des protagonistes de la crise, donc suite aux différentes rencontres qui ont lieu au Palais national. Donc nous avons fait un travail qui tient compte de l'ampleur de la situation, de la dimension de la conjoncture. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que Maître Gédéon Jean avait l'intention de, entre guillemets, mettre Jovenel Moïse dehors. Donc le rapport prouve le contraire. Voilà. Et l'application? Bon, comme je l'ai dit tantôt, il faut voir le côté politique de la question et le côté technique. Donc nous avons produit un rapport. Donc maintenant, moi-même, en tant qu'acteur de la société dite civile, en tant que citoyen, j'observe la situation. Je ne peux pas encore livrer des conclusions ou des mots de commentaires sur les actions du Conseil électoral provisoire. Mais jusqu'à présent, le Conseil est en train de rencontrer les acteurs au niveau de la société civile et au niveau
au niveau de la vie politique pour trouver, je dirais, le meilleur moyen d'appliquer les recommandations de la Commission. L'histoire des zombies traduit, selon certains observateurs, une méconnaissance du système électoral haïtien ou encore de l'appareil électoral. Vos commentaires? Bon, écoutez, c'est une, je dirais, innovation du président Benoît, et l'histoire des zombies, c'est seulement pour faire référence aux votes irrétraçables, c'est-à-dire des votes exprimés sans qu'il y ait vraiment un document disant exactement ces personnes-là avaient, je dirais, avaient, si vous voulez, le droit de voter. Là, on fait référence en particulier aux observateurs et mandataires. Tu vois, donc c'est là tout le problème, question de bourrage d'une. Donc déjà, on votait, mais c'était vraiment impossible d'avoir des documents justifiant ces votes-là. Donc là, le président... Mais à ce moment-là, est-ce que vous avez pensé aux mandataires, par exemple? Au mandat d'observateur, bien sûr. Mandat d'observateur, puisque selon le décret électoral, les observateurs mandataires peuvent voter, mais il faut qu'il y ait un procès verbal justifiant ce vote-là. Ceci n'a pas été fait. D'aucuns estiment que les 54 candidats pour 13 000 bureaux de vote, et le chiffre pourrait avoisiner ou encore pourrait être, en fait le total pourrait être dans la fourchette ou encore pourrait être approximativement le nombre de votes qualifiés de zombies. Bon, écoutez, c'est une approche, c'est une appréciation. Donc nous avons fait un travail en fonction d'une méthodologie qui a été préalablement élaborée, établie, en fonction du décret électoral. Donc nous avons posé un travail technique. Maintenant, chacun peut justement avoir sa propre interprétation. Wendell peut l'interpréter à sa manière, les auditeurs, auditrices de radio, métropole, téléspectateurs, etc. Donc nous autres, ce qui nous intéresse, c'est surtout la dimension technique de l'action. Donc nous avons fait un travail en se référant, se basant sur le décret électoral, en utilisant des méthodes statistiques. Maintenant, le travail fait son chemin. Et donc, on peut toujours critiquer le travail de la commission. C'est tout à fait normal, puisque quand on fait un travail, on fait ça pour un public, pour la communauté, pour la société. Donc, chacun peut justement interpréter à sa manière. Pourquoi la commission, dans son rapport, parle seulement de la présidentielle, alors qu'il y avait les législatives aussi et les municipales? Non, écoutez, d'abord, il faut se référer à l'arrêté présidentiel instituant ou créant la commission. Et à l'article 2, le premier alinéa dit que le mandat de la commission consiste à épurer le processus. Ça, il y a une dimension, il y a l'aspect général de l'action, l'aspect global. Mais le deuxième alinéa de ce même article vient préciser, je dirais, l'action de la commission en ce qui a trait aux élections législatives. Donc il est dit que la commission doit tenir compte des dossiers qui ont été traités par les instances contentieuses. Donc nous avons fait une interprétation en fonction de l'esprit, de la lettre de l'arrêté présidentiel. Ouais, donc, nous avons travaillé sur la présidentielle, nous avons travaillé également sur les élections législatives, mais en se limitant tout simplement aux dossiers qui ont été traités par les instances contentieuses. Non, mais il y a eu un scrutin. Si le scrutin se définit comme l'ensemble des opérations de la journée, s'il y a eu fraude massive, comme vous le dites, s'il y a eu des votes non retraçables, ces votes-là ne pouvaient en aucune façon concerner que les candidats à la présidence. Ça pouvait aussi concerner les candidats aux législatives et aux municipales. Mais apparemment, on a l'impression que la commission ou encore les commissaires avaient privilégié le traitement des candidats à la présidence. Pour certains, c'est anormal, maître Gédéon. Non, tu as bien dit, on pourrait faire cette interprétation, mais la conclusion du rapport dit ceci, il faut reprendre le processus. C'est la conclusion du rapport. Donc il y a la conclusion il y a le rapport en tant que document, il y a notamment la conclusion du rapport. Maintenant, il y a l'interprétation, déjà, il y a la parole. OK? Ce qu'on dit. Mais le rapport de sa conclusion dit ceci. Il faut
reprendre le processus. Donc c'est la conclusion du rapport. Il y a eu une cérémonie qui s'était déroulée au Palais national le jour où l'on devait rendre public le rapport, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Il y avait une rencontre entre le président Privert et les membres de la commission? Non, mais tout à fait, c'est normal. Il faut quand même partager avec le président les grandes lignes du rapport. C'est comme ça se fait. C'est le président. Tu vois, juste quelques minutes avant la cérémonie officielle, eh bien, il faut, bien évidemment, présenter Quand vous dites quelques minutes, à l'équipe du président. Quand vous dites quelques minutes, vous parlez de... Une quinzaine de minutes. Une quinzaine de Bien minutes. sûr, pour présenter les grandes lignes du rapport, pour présenter ça au président, bon, à l'équipe présidentielle, je dirais. Pourquoi les journalistes qui étaient sur place avaient l'intention que tout le Palais national, des représentants d'organisations, savaient déjà la teneur du rapport de la commission? Pourquoi on avait cette impression? Pourquoi? Bon, je n'ai pas un élément d'explication exact à donner par rapport à cette question, mais n'oublie pas que la commission a fait un travail en toute transparence. Non. Sa méthodologie... Mais Gédéon, non, c'est vous vrai. avez dit... Non, écoutez, mais Gédéon, je ne vais rien vous apprendre. Je sais à qui j'ai affaire. Vous ne pouvez pas dire que tout cela se passait en toute transparence. Mais on attendait, tout le monde attendait le rapport aussi. Mais il y avait des gens qui apparemment étaient au courant de la teneur des recommandations du rapport. Je ne crois pas. Pourquoi on n'avait pas ici à Métropole? Alors vous parlez de transparence. La transparence, pardon, doit être pour tout le monde, mais pas pour une catégorie. Ça c'est une interprétation. C'est une interprétation. Non, je réponds à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de transparence. Oui, le travail au début même. Le travail pouvait se dérouler en toute transparence, mais pas la teneur du rapport. Non, mais jamais. Écoutez, le processus est transparent, puisqu'au départ, même lorsqu'il s'agissait de choisir l'échantillon, donc toute la presse était là au centre de tabulation. Donc la presse, la société civile, les partis politiques, les observateurs nationaux, eh bien, ils ont suivi tout le processus. Maintenant, la rédaction du rapport, c'est autre chose. Ça se faisait, je dirais, non pas en toute transparence. Pourquoi certains gens étaient déjà au courant? Pourquoi certains gens étaient déjà au courant? Moi, je ne sais pas. Ça peut-être, c'est une perception, c'est une approche de Théodore, mais je ne crois pas que les gens étaient au courant vraiment de la teneur du rapport. Je ne crois pas. Chez nous, on dit souvent, pas qu'on est par la justice. Dites-nous, Maître Gédéon, il y a des experts, par exemple, étrangers, qui ont critiqué le rapport. Et en raison de ce rapport, il y a des observateurs internationaux qui se sont retirés du processus, annonçant qu'ils n'entendent pas ou plus observer le processus électoral. Je vous dis experts, tout en faisant confiance à ceux que nous avons ici comme experts également. Votre réaction, Maître Gédéon? Bon, écoutez, c'est une question qui relève de la compétence d'abord de l'État haïtien. Parce que moi, je ne suis pas compétent pour apporter des éléments de réponse par rapport à ce que tu viens de dire, Wendell. Mais ce que je peux dire tout simplement, au niveau de la commission, nous avons fait un travail en utilisant des méthodes statistiques et scientifiques, des méthodes, je dirais, juridiques, pour produire le travail. Maintenant, un rapport, par exemple, de l'Union européenne qui est un rapport, je dirais... Qui remet en question ce que vous avez fait. Qui fait, entre guillemets, une remise en question des travaux de la commission. Bon, écoutez, moi-même, je ne peux pas répondre à cette question directement, mais nous autres, nous avons fait notre travail en tant qu'Haïtiens, en tant que professionnels, donc un travail techniquement correct. Maintenant, si, par exemple, une structure étrangère décide de se retirer du processus, maintenant, ça, il faut aborder ça à la lumière du droit international public. Donc, je ne suis pas compétent vraiment pour livrer des... Le RNDDH salue le rapport précisant dans un document qu'il n'y a jamais eu d'élection le 9 août et le 25 octobre. Et dans un premier document, l'organisation que vous avez représentée au sein de la commission... Alors, de la première commission, de la commission d'évaluation électorale indépendante, la CEI. Maintenant, au sein de la deuxième commission, donc, je représentais les partis politiques, la société civile, d'accord,
lors des différentes rencontres au niveau du palais. Vous n'étiez pas influencé par les premières remarques de l'organisation que vous avez représentée à la première commission? Non, maintenant, je peux faire une autre interprétation de ce que tu viens de dire. Là, maintenant, en termes de ligne idéologique, de principe, pourquoi vous ne faites que des interprétations de ce que je vous dis, alors que je pensais que vous allez tout simplement répondre aux questions que je vous pose? Non, ce n'est pas évident. Écoutez, en tant que journaliste, tu fais ton travail. Moi-même, en tant que professionnel, en tant qu'invité, tu vois, je dois apporter des éléments de réponse en fonction de ma compréhension, ma compétence, etc. C'est parce que vous parlez d'interprétation, alors que je m'attendais plutôt à des réponses. Bien sûr, non, je donne des réponses, mais justement, en tant que militant en tant que militant des droits humains, défenseur des droits de l'homme, donc nous avons des lignes, nous avons des principes. Tu vois? Donc c'est vrai que je représentais les partis politiques, la société civile, mais les principes restent les mêmes. Tu vois? Les normes. Pourquoi vous citez les partis que vous avez représentés? Donc, écoutez, les différents partis politiques, les différentes structures qui ont préparé différentes rencontres au Palais national pour après le. Citez-moi 5 organisations importantes. La commission. Citez-moi 5 parmi les plus importantes organisations. Bon, il y a le Parti Lavalas, il y a. Petite Dessalines. Petite Dessalines, etc. Parce que je n'ai pas la liste. J'ai dit 5, j'ai dit 5. Non, écoutez, non, bon, je n'ai pas la liste en tête, parce que moi... Oui. Vous avez dit Lavalas. Je ne participe pas à ces rencontres. Je vais vous aider. Lavalas, Petit Dessalines, alliés de PHTK et d'autres structures politiques, etc. Et puis organisation de la société civile. Donc, je n'ai pas la liste en tête, tu vois, pour lister tout ça. Vous n'avez pas représenté la paix? Oui, bien sûr. La paix des Judes Célestins, bien sûr. Donc, c'est Lavalas, Petite Dessalines, la paix, alliés le MOPOD. Il y avait les alliés de PHTK également. Vous avez les alliés, mais pas le PHTK. Bon, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. Je ne suis pas compétent pour rentrer dans tous ces détails-là. Non, écoutez, je ne peux pas faire ça. Non, vous avez dit. Dis-moi. Il n'y a pas eu d'alliés de Petite Dessalines. Non, mais le mandat... Il y a eu des alliés de... Il y a eu des alliés du PHTK, pas vrai? Oui, bien sûr. Pour vous répéter? Oui, dans le mandat de la commission, donc c'est quand même exprimé. Tu vois, dans le mandat de la commission, les partis signataires du mandat de la commission. Ok. M. Gédéon, vous devez rencontrer des amis ce soir, n'est-ce pas? Oui, alors ce soir, il y aura une causerie autour de la conjoncture, notamment avec les protagonistes, quelques acteurs, je dirais, de la crise pour discuter, parce qu'à ce carrefour, vraiment, je pense que chaque femme, chaque homme, voire chaque enfant a une responsabilité. Donc ce soir, nous allons causer autour de la conjoncture, voir comment vraiment, en tant que citoyen haïtien, nous pouvons vraiment contribuer afin de trouver une solution, de trouver de nouveau à la crise, parce que là, on ne peut pas vraiment accepter ça en 2016. Donc c'est une situation vraiment déconcertante, vraiment préoccupante. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un dialogue. Moi, je n'ai pas cette compétence, mais quand même, en tant qu'acteur, nous devons discuter pour voir comment et vraiment apporter une contribution par rapport vraiment aux besoins du pays. Voilà. M. Gédéon, et l'acteur que vous êtes n'a pas de réaction à l'Assemblée, à la séance en l'Assemblée nationale non aboutie, déroulée jusqu'à tôt ce matin? Bon, d'abord en tant que citoyen haïtien... Acteur ensuite? Oui, mais en tant que citoyen haïtien, simple citoyen... Même, acteur ensuite? Oui, acteur ensuite, bon, ok. Je concède ça à Théodore. Oui, j'ai ma compréhension de la situation, ma lecture, si tu veux bien. Écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, le Parlement doit prouver vraiment que en Haïti, il y a des gens qui, je dirais, qui sont à la hauteur de la situation, de la crise, si vous voulez. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le Parlement a une responsabilité en tant que pouvoir de l'État, puisque si l'on se réfère, par exemple, à l'alinéa 7, je crois, de l'accord du 6 février, c'est la première partie, titrant du départ du président, etc., le 7 février 2016. Donc, c'est un alinéa, il est dit que le mandat du président provisoire est de 120 jours maximum à partir de la date de son installation. Donc, le cas échéant, l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème en termes de formulation, mais selon l'esprit de l'accord, donc l'Assemblée nationale doit d'abord constater
que le mandat du président pouvait arriver à terme et je dirais prendre les dispositions nécessaires. Maintenant, donc c'est une attribution de l'Assemblée nationale. Donc ça doit se faire de façon institutionnelle. Quelles devraient être ces dispositions selon Maître Gédéon Jean? Ah, écoutez, moi je ne sais rien. C'est à l'Assemblée nationale de décider, de prendre des dispositions nécessaires. C'est à l'Assemblée nationale, ce n'est pas à Maître Gédéon Jean de le dire. Maître Gédéon Jean, êtes-vous pour le maintien du président Privert au pouvoir? Bon, à mon avis, ce n'est pas une question de pour ou contre le maintien du pouvoir, c'est la réalité. C'est la réalité. Aujourd'hui, c'est la question que l'on se pose. Aujourd'hui, écoutez, c'est la question que je vous pose aussi. Écoutez, moi-même, je ne suis pas pour ou contre le maintien du président Privert. Maintenant, moi-même, je suis du côté de ceux qui pensent qu'il faut une solution, qu'il faut, je dirais, des éléments de réponse par rapport à cette situation. C'est le problème. Parce que écoutez, l'État, écoutez, il y a la population qui souffre, il y a, entre guillemets, ce problème de sécurité, il faut renouveler le personnel politique, il faut organiser les élections. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question de pour ou contre, c'est, à mon avis, trouver la meilleure formule pour permettre au pays vraiment de trouver, entre guillemets, et la stabilité. C'est ça la réalité. C'est ça, je dirais, et la base même d'une réflexion citoyenne. Ce n'est pas une question de pour ou contre. Et c'est comme ça se fait dans tout pays, là où il y a vraiment des gens responsables, là où il y a des politiques responsables, là où il y a des acteurs de la société dite civile responsables, là où il y a même des journalistes comme Théodore. Maître Gédéon. Donc c'est ça, c'est là la question. Des défenseurs des droits de l'homme comme Maître Gédéon. Mais maintenant qu'on est, je prends ça. Vous prenez ça, me dit, on me pose en question, Maître Gédéon. Mon réponse là. C'est-à-dire, écoutez, moi-même je dis, c'est-à-dire que si c'est au en place, moi, poser une question ou dire que Wendell Théodore, est-ce que pour le maintien du président de la République, Joslerme Privert, au pouvoir, si c'est où que tu as posé une question, on t'a répondu. On ne va pas dire qu'on sa question, c'est pas pour ou contre que lié. Parce que c'est comme si l'autre une question, c'est pas pour ou contre, c'est comme si notre question pas bon du tout, inutile, pas besoin de poser. Maître Gédéon Jean est mon invité, c'est ton ami également, que je respecte, et je peux me permettre de lui poser cette question. Sans problème. Est-ce que vous êtes pour le maintien au pouvoir du président Privert? Ok. Écoutez, il y a un principe en dehors, c'est que l'accessoire suit le principal. Ok. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas le fait que quelqu'un soit pour ou contre. L'essentiel maintenant, la situation est telle qu'elle est. Okay. Aujourd'hui, il faut trouver une solution justement pour que le pays puisse fonctionner si vous voulez. Okay. Qu'est-ce qui va permettre au pays, qu'est-ce qui va permettre au pays de fonctionner? D'abord, que le président s'en aille ou que le président reste? Écoutez, moi, c'est pas là la question. Maintenant, l'Assemblée nationale doit assumer ses responsabilités. Vous ne répondrez jamais. Non, mais c'est là l'essentiel. Il faut assumer ses responsabilités en tant que parlementaire. Aujourd'hui, le pays a un carrefour vraiment historique. La situation est vraiment déconcertante, vraiment préoccupante. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale doit décider en fonction, justement, non seulement de la Constitution, mais également de l'accord du 6 février. Donc, c'est là la question. Pour moi, c'est l'essentiel. Oui, et c'est la réponse aussi. Bon, oui, c'est la réponse, et évidemment. Donc, moi-même, moi, encourager M. parlementaire, pour ce pas dans la radio pour la parler, parce que quand nous parlons de démocratie, il y a l'approche institutionnelle. Il y a l'approche institutionnelle, il y a l'approche procédurale. C'est la procédure. Mais Gédéon, je dis, quelle solution, par exemple, qui t'a plus aider nous et retourner dans la normalité constitutionnelle là? Qu'un président Privert ou bien demander pour le quitter le pouvoir? Écoutez, et alors, on a noté que je dit, je mets normalité constitutionnelle entre guillemets, parce que Haïti, par exemple, dans la normalité constitutionnelle. Ok, maintenant, en apparence. Moi seulement reprendre une parole côté. Voilà, en apparence. Okay. Écoutez, il ne faut pas oublier les guillemets, en apparence. Maintenant, écoutez, je dis là, ou bien le choix, ou opter pour, je dirais, on démarche une approche individuelle, qui notamment motive par des intérêts personnels, ou bien ou mettre en phase sur l'intérêt collectif. Donc, je dis en catégorie moi-même dans catégorie intérêt collectif, l'intérêt commun, l'intérêt de la cité. Donc, je dis, est-ce que citoyens de mobiliser pour eux-mêmes y aller prendre tête pouvoir, trois pouvoirs de l'État, ou bien nous, nos systèmes de démocratie indirecte? Je ne suis pas capable de retourner.
Donc, mandat que la population baoua, ou supposé, sous agir en fonction du mandat en tant qu'homme responsable. Donc, la Constitution dit la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens. Ces derniers délèguent l'exercice de cette souveraineté aux trois pouvoirs de l'État. Donc, je dis là, le Parlement a une responsabilité, ce n'est pas une question de radio, de groupe pour intérêt. Mais écoutez, je dis là, imaginez si le Parlement montrait qu'il n'est pas fonctionnel, il n'est pas opérationnel. Mais c'est dit ou dit citoyen, ok, détenteur de souveraineté pour le prendre la main. Donc il y a deux choix, soit ou assumer responsabilité, ou bien citoyen lui-même, assumer responsabilité. Est-ce qu'on peut dire solution au Parlement? Non, mais jamais. Nous sommes démocrates, écoutez, nous sommes militants de droit, nous sommes professeurs, même pas capables pour une solution au Parlement. Parce que justement, nous avons une démocratie moderne, c'est trois pouvoirs qui exercent selon la Constitution. Moi, aussi, j'en critique vis-à-vis de eux. Non, pas critique, non. Non, on dit que c'est pas la radio pour faire des annonces. Pas critique. Écoutez, ça, c'est une approche institutionnelle. Moi-même, comme citoyen, je peux passer ici, à l'espace Le Point, pour livrer des éléments de commentaire comme citoyen. Mais lorsque j'ai une responsabilité, par exemple, je suis dans la commission, je vais parler dans Le Point, je fais travail, moi. Que citoyen qui m'a demandé de faire. Même j'ai tout les parlementaires. Faut me connaître dans la commission, les mots au point téléphone. Même fait ça, mais avec des limites. Oui, non, parce que c'est ça. Moi, je me dis, non, mais c'est ça lié, parce que l'autre travail dans la commission, quand même, une dimension de travail qu'on fait, pas quand même ça m'a dit, et puis moi exprimer via la presse, tu vois. Donc c'est comme ça. Maintenant, au Parlement, je pense que les parlementaires, ils ont une responsabilité. Même Jean-Genet Jodi, tout exécutif là, a une responsabilité, parce que selon la Constitution, l'exécutif là, lui-même, il doit assurer que l'institution fonctionne. C'est vrai que ça a une limite par rapport à contexte, par rapport à la conjoncture là. Mais je dis pour moi-même, chaque monde a une responsabilité. Et la société civile là, et M. Gédéon avait sa part de responsabilité. Et ou acquitter de responsabilité. Non, mais je travaille encore. Ou assumer responsabilité. Non, mais je travaille et vous allez continuer encore aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre. Je travaille encore que citoyen engagé en tant que militant de droit monde, professeur écrivain, donc on fait tout ça. Donc, je pense que chaque monde a une mission. Même si que tous les matins, je suis Théodore à travers la rubrique invité du jour, je pense que parlementaires et tout, il y a un rôle pour jouer parce que je dis là, il faut que nous connaissions qui ça est bon pour pays et qui ça pas bon pour pays. Est-ce que c'est fait, c'est chaque monde qui était sous position ou bien c'est juste essayer de trouver au minimum comment pour qu'on consensus entre tout ça pour une opinion écrivain non, écoutez, c'est pas une question citoyen mais écoutez, non, mais écoutez, mais comment tu fait là autour maintenant c'est opinion oui. Bien sûr. Non, mais question c'est très simple. Mais qui est important tout vous êtes capable de dire. Non, bien sûr, on peut continuer de dire. Par exemple, je me dis Gédéon parce que si vous le dites que vous dites déjà. Non, mais Dieu, peut-être on pas exprimer dans des termes que tu as souhaité. Des termes que tu as souhaité, c'est bon. Mais moi-même, écoutez, c'est pas dit, et pas exprimer la position de M. Gédéon Jean, mais qui ça, je dis, nous-mêmes, nous sommes capables d'essayer de porter en termes d'idées pour le monde qui parle. Parce que je ne pas oublier que moi-même, je ne suis pas un acteur de la crise. Je dis, c'est le Parlement. Donc, si j'ai une chance pour me rubrique invité, pendant 10 à 15 minutes, mais ce n'est pas dit, ça me pense qui est bon, mais c'est conseiller, monsieur, ça pour faire pour aider les pays. C'est ça. Donc, maintenant, pour nous capables, sous ta pas arriver dans une situation pour poser les problèmes structurels du pays. Vous êtes capable de conseiller, ou êtes capable bien peut-être tenir compte de remarques ou bien de conseils. Non, moi je fais le dernier ouvrage qui soutient, on fait chaque jour, il y a un peu de monde qui fait. Mais écoutez, ce n'est pas des enfants qui sont au Parlement, ok? Ce sont des politiques, des gens qui font politique, des gens qui formés, donc qui doivent assumer une responsabilité. Crise électorale en Haïti, c'est l'œuvre de Maître Gédéon Jean. C'est déjà en signature? Oui, moi pas organisé votre signature. Par contre, moi fait des discussions avec des partenaires. Moi fait distribution au niveau des institutions qui concernaient des institutions partenaires, de personnalités qui sont partenaires de travail, mais des gens qui concernés directement par la crise. Ouais, c'est eux-mêmes d'abord qui c'est les premiers gens qui intéressent, qui c'est publiquement d'abord. Donc, c'est comme ça, même pas fait signature vraiment, mais nous faisons des activités, nous discutons. Son livre recommandé, vous aller. Oui, moi fais ça et ensuite on a une causerie avec quelques personnalités qui sont impliquées pour être capable de discuter. Parce que je ne dis là, c'est pas seulement un point de vue dans le point, c'est important. Mais il faut que nous chita quand on est haïtien pour nous dire mais qui ça t'a bon pour parce que imaginez un pays qui n'a sous table une transition, un pays qui dit que les emboîter le pas vers la démocratie, mais ça fait 30 ans qu'on n'a pas organisé l'élection. Or si un pays n'a pas organisé l'élection,
là, il y a un sérieux problème. C'est-à-dire non seulement droit de toute façon, Macron dit que ce pays n'est pas bon. Non, mais il pas bon. Ah ben, si nous n'avons jamais fait élection pendant 30 ans, chaque élection qui fait, nous contestons. Chaque élection, pas pour jamais une élection que nous battons bravo pour les police, c'est que c'est nous-mêmes qui avons un problème. Non, mais d'abord, c'est un problème institutionnel, parce que la démocratie, c'est pas mais ça qui est cette institution, c'est les hommes du pays qui font finalement, les mais voilà, acteurs, ils ne pas prendre le temps pour construire une institution. On dit ça. Justement, mais j'ai dit, on n'a pas les mêmes langages. Oui, peut-être en des termes différents. Oui, non, on veut dire qu'on sait que c'est nous-mêmes qui ne sommes pas bons. C'est nous. Oui. Non, c'est nous. Et pas parce que nous ne sommes pas bons, non. Et pas bon. C'est nous qui cherchons avec problème. Oui, mais il y a une question de mentalité, une question de temps. Mentalité, c'est pas sur tête bourrée que la liée de roi, ni cheval, là, c'est nous-mêmes. Et nous, mentalité, c'est nous-mêmes. C'est nous pour changer le tout. Ah, mais qui j'en a fait ça? Parce que d'abord, nous prenons conscience, c'est ça. On apprend à accepter des choses, on apprend tolérant aussi, maintenant. Bon, oui, mais on accepte perdu. Non, mais tout à fait. Mais quand même, on accepte perdu, ça a plusieurs sens, oui. C'est ça. Parce que le sens premier, j'en nous dis là, mais il y a une dimension institutionnelle, tout. Parce qu'on a été pour les institutions. Nous ne pas respecter l'institution, mais non, mais voilà, maintenant qu'on y a là, c'est pour essayer. Mais en résumé, ça veut dire que c'est nous-mêmes problème là. Oui, c'est nous-mêmes problème, mais qui est-ce qui peut changer les bagages? C'est nous-mêmes encore. Changer le beau? Non, mais c'est nous-mêmes encore. Ah ben voilà, et bien on met tête nous ensemble une fois pour toutes pour nous dire que ça n'est pas bon. Et ça, c'est nous-mêmes qui méritons changer. Nous avons besoin de l'autre culture qui doit commencer avec les Gédéon. Bon, pas l'autre culture, non, nous avons besoin d'essayer de retirer ça pas bon. Parce que nous avons besoin de comprendre plus bien la démocratie. Évidemment. Nous avons besoin de comprendre plus bien la démocratie. Voilà, au départ, nous avons mal comprendre la démocratie. Parce que nous croyons que la démocratie, on s'est fait ça, nous c'est dit ça, nous mais voilà. Craser vite machine le monde, c'est ça nous croyons là-dedans. Non, mais c'est pas ça, non. Et pas là le position. C'est parce qu'au départ, nous, notamment acteurs, nous résumé la démocratie en question élection et constitution. C'est parce que nous ne comprenons pas que la démocratie a plusieurs dimensions là-dedans, notamment la dimension institutionnelle là, nous ne pas comprendre. Nous ne pas comprendre une dimension côté que la démocratie liée à droit de l'homme, ça pour le citoyen au centre même de la démocratie. Il y a une fois émission avec ça. Ah oui, ça c'est important. C'est point ça, mais Gédéon. Ah ouais. Parce que là ça, je ne pas croire que il parle bailler l'impression que on va défendre nos camps, ou bien on va défendre nos camps, etc. Parce que là, on a parlé de démocratie en Haïti, c'est victime que l'interprétation haïtienne au fait de démocratie de 86 à nos jours, et c'est lui qui met des noms là. Voilà, parce que voilà, démocratie pas synonyme de liberté. C'est ça, nous-mêmes nous comprenons que la démocratie fait sauver. Non, démocratie, il y a d'abord une dimension institutionnelle. Pas de démocratie sans institution. Il y a une dimension légale, c'est-à-dire, on n'est pas capable de faire démocratie sans de textes de loi. Mais ça qui est surtout important, c'est mettre les citoyens au centre de la démocratie. Pour ne pas faire démocratie, il faut qu'on prépare les citoyens. Parce que la démocratie, pour moi, c'est une finalité. D'ailleurs, je dis on dit un leader politique haïtien que le pas démocrate. Non, mais écoutez, d'après moi, un haïtien qui est dans la rue aujourd'hui, c'est pas ça, je dis. C'est pas ça, je dis. Mais il ne faut pas comprendre. Moi, je dis, j'ai des gens, qui pas n'importe qui d'ailleurs, en face, en présence, un leader politique haïtien et même des directeurs d'opinion pour dire ça faire c'est pas démocratique qu'on doit faire ou pas on faire ou bien pas des démocrates. Non, pas dire comme ça non Théodore. Oui, on dit non pas. Non, c'est pas comme ça. Non, regardez, on prend rendez-vous le ça bon Dieu. Oui, je n'ai fait le ça bon Dieu. Nous avons toujours fait dans le point. D'accord. Mais le ça m'a souhaité que me liberté bon opinion pas de problème, pas de question. Mais ça que je devais dire en conclusion quelques secondes, écoutez, on ne peut pas prendre une démocratie puisque s'ouvre le livre une démocratie, mais en nous essayer de mieux comprendre cette démocratie. Interprétation, parce qu'il y a des termes qui sont universels. Il y a des et avec la technologie, oui, non, démocratie, il y a des bagages que je voulais dire. Maintenant, ces gens comprennent. Est-ce que vous pensez que la démocratie est capable d'être là et puis m'empêcher de circuler? Non, mais jamais. Parce que c'est démocratie? Non. C'est pas ça que démocratie. Donc, les pays de grande démocratie, les premières démocraties, ont fonctionné et vont respecter la loi. Mais dimension institutionnelle. C'est ça. Des gens préparés. Nous respecter la loi. Mais nous-mêmes, nous utilisons la démocratie dans l'intérêt, nous, on a fait des ordres dans l'intérêt, nous prenons carré. Mais là, ce n'est pas citoyen pour ça, c'est. Nous-mêmes, c'est les leaders. Les leaders, ça nous est l'élite. Voilà, les élites. Mais on fait camper. Et puis, nous parlons l'autre là. C'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On a eu deux groupes d'invités aujourd'hui. Diana Jean-Baptiste, directeur adjoint des clients VIP, et Alexandre Romulus, responsable du département de l'optimisation du réseau au niveau de la NATCOM. Et dans un second temps, Maître Gédéon Jean, un ami qu'on a invité à cette rubrique aujourd'hui et qui était sur le plateau avec nous, c'était plutôt
animé la deuxième Très partie animé, j'imagine. de cette émission. Merci encore une fois, Maître Gédéon Jean, et à bientôt. Voilà, madame, monsieur, passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.